Le vieux rancher vivait seul depuis des années jusqu'à ce que six promis Apaches le supplient de les épouser toutes. Silas Whitmore dévisagea les 6 femmes qui se tenaient sur le pas de sa porte. Leurs visages étaient peints d'argile blanche et de motifs qu'il ne reconnaissait pas. Elles parlaient un anglais parfait, mais leurs paroles n'avaient aucun sens. « Nous vous choisissons, » dit la plus grande, ses yeux sombres ne le quittant jamais. « Nous toutes. » Il avait déjà vu des femmes Apaches, mais jamais comme celle-ci. Jamais désespérée. Jamais parlant de mariage avec un homme blanc qu'elle n'avait jamais rencontré. L'argile blanche sur leur visage n'était pas une décoration. C'était tout autre chose. Quelque chose qui lui retourna l'estomac quand il comprit ce que cela signifiait. « Vous ne comprenez pas, » dit Silas en reculant. « Je ne peux pas, vous avez enterré une femme et un enfant ici, » continua la meneuse en désignant les petites croix de bois derrière sa maison. « Nous connaissons la perte. Nous connaissons la honte. C'est pourquoi nous sommes venus à vous. Depuis 15 ans, personne n'avait mentionné ces tombes. Depuis 15 ans, Silas s'en était assuré. Alors, comment ces femmes savaient-elles? Et pourquoi parlaient-elles de sa famille décédée comme si elle les connaissait? La femme s'approcha et Silas vit quelque chose qui lui glaça le sang. Autour de son cou pendait un petit médaillon d'argent. Le même médaillon qu'il avait enterré avec sa femme. La main de Silas se porta à sa poitrine, cherchant l'espace vide où un médaillon assorti était autrefois suspendu. Il l'avait jeté dans la rivière le lendemain des funérailles, incapable d'en supporter le poids. Pourtant, il était là, d'un argent brillant contre la peau brune de la femme, aussi impossible que la neige matinale en juillet. « Où avez-vous eu ça ?» Sa voix sortit rauque, peu habituée à parler au-dessus d'un murmure après des années de solitude. La femme toucha le médaillon avec révérence. « De la femme qui nous l'a donné. Elle a dit que nous reconnaîtrions son mari à ses yeux. » Elle étudia attentivement le visage de Silas. Des yeux gris qui ont vu trop de morts. Silas sentit le monde basculer sous ses pieds. Sa femme, Martha, était morte depuis 15 ans. Il avait creusé la tombe lui-même, placé le médaillon dans ses mains froides et scellé la terre sur son corps. Personne n'aurait pu le prendre sans déranger la tombe. Et il vérifiait ses croix de bois chaque matin comme un rituel de pénitence. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Beaucoup de choses semblent impossibles jusqu'à ce qu'elles se produisent, » répondit la femme. « Mon nom est Ayana. Voici mes sœurs. » Elle fit un geste vers les 5 femmes derrière elle, chacune portant les mêmes marques d'argile blanche, chacune le regardant avec la même intensité désespérée. « Nous avons été bannis de notre peuple il y a 3 jours. Nous n'avons nulle part où aller. » Silas remarqua alors leurs chevaux, attendant patiemment dans sa cour. 6 animaux bien entretenus, mais portant des signes de voyage difficiles. Leur selle était de fabrication Apache mais usée, et les vêtements des femmes, bien que traditionnels, montraient la tension d'une fuite désespérée. Ce n'étaient pas de riches voyageuses ou commerçantes. C'étaient des réfugiés. « Pourquoi moi ?» demanda Silas, bien qu'une partie de lui redoutât déjà la réponse. Ayana s'approcha davantage. Assez près pour qu'il puisse voir l'épuisement derrière sa posture provocante. « Parce que vous comprenez ce que signifie tout perdre. Parce que vous connaissez le poids d'être indésirable. » Sa voix tomba à un murmure. « Et parce que la femme en blanc nous a dit que vous nous aideriez. » Le sang quitta le visage de Silas. La femme en blanc. Martha avait toujours porté du blanc, même en hiver, prétendant que cela la faisait se sentir propre après les accouchements difficiles qu'ils avaient endurés et perdus. Mais Martha était morte. Il l'avait vue emportée par la fièvre, avait senti sa main devenir froide dans la sienne. « Qui vous a parlé d'une femme en blanc ?» exigea-t-il. Les yeux d'Ayana ne scièrent pas, celle qui nous a donné ce médaillon. Celle qui a dit que son mari préférerait mourir plutôt que de voir 6 femmes souffrir comme elle a souffert. Elle fit une pause, laissant les mots se déposer comme la poussière après une tempête de vent. Elle a dit, vous comprendriez parce que vous n'avez pas réussi à la sauver, et vous mourrez lentement depuis lors. Silas recula en chancelant, son épaule heurtant le cadre de la porte. Personne ne connaissait sa culpabilité. Personne ne connaissait le médicament qu'il n'avait pas pu se payer, le médecin arrivait trop tard, les promesses qu'il avait murmurées à la tombe de Martha de la rejoindre bientôt. Mais quelqu'un avait observé. Quelqu'un avait écouté. Et maintenant, ces 6 femmes se tenaient devant lui, portant des secrets qui auraient dû mourir avec sa femme. « Sortez de mes terres, » dit Silas, la voix tremblante de rage et de quelque chose de plus profond. « De peur. Prenez vos mensonges et vos ruses et partez.
Mais Ayana ne bougea pas. Au lieu de cela, elle plongea la main dans une sacoche en cuir à sa taille et en sortit quelque chose qui fit plier les genoux de Silas. Un petit cheval de bois, pas plus grand que son pouce, sculpté par les mêmes mains soigneuses qui en avaient fait des dizaines d'autres comme lui. Il les avait taillés pendant les longues nuits où Martha portait leurs enfants, puis les avait tous enterrés quand la fièvre avait emporté chaque bébé avant son premier souffle. Elle en a gardé un, dit doucement Ayana, caché dans une boîte en fer blanc sous le plancher de la cuisine. Elle disait que c'était pour l'enfant qui vivrait enfin, celui qu'elle n'a jamais pu tenir. Silas s'affaissa contre le cadre de la porte. Le combat le quittait comme l'eau d'un seau fissuré. La boîte en fer blanc. Il avait oublié la boîte en fer blanc de Martha. Oublié qu'elle avait sauvé une de ses sculptures alors qu'il avait brûlé le reste dans son chagrin. Comment ces femmes pouvaient-elles connaître quelque chose d'enterré sous son propre plancher? Que voulez-vous de moi, murmura-t-il. La protection, dit simplement Ayana. Nous étions promis à des hommes que nous n'avions pas choisis. Quand nous avons refusé, nos familles nous ont bannis. Elle désigna l'argile blanche sur leur visage. Cette marque signifie que nous sommes mortes pour notre peuple. Nous ne pouvons pas revenir. Nous ne pouvons pas survivre seuls dans les territoires. Une des plus jeunes femmes s'avança, son visage portant des ecchymoses fraîches sous la peinture blanche. Je suis Nieli. L'homme qu'ils ont choisi pour moi avait 60 hivers avec 3 femmes déjà mortes. Il me voulait parce que je suis jeune et assez forte pour porter des fils. Sa voix portait le poids de la vérité absolue. Je préférerais mourir libre que vivre comme une propriété. Silas regarda chaque femme à tour de rôle. Elles avaient entre à peine 20 et peut-être 35 ans, toutes portant les marques d'un départ précipité et d'un voyage difficile. Leurs vêtements étaient fins mais déchirés, leurs bijoux de valeur mais rassemblés à la hâte. Ce n'étaient pas des femmes pauvres cherchant la charité. C'étaient des femmes de statut qui avaient tout sacrifié pour échapper à des destins pires que l'exil. Le mariage avec un homme blanc ne signifie rien pour votre peuple, dit Silas, cherchant la logique dans une situation qui défiait l'entendement. Ça ne vous protégerait pas, cela nous protégerait d'eux, répondit Ayana en désignant les montagnes où des nuages de poussière marquaient l'approche de cavaliers. Notre famille a envoyé des hommes pour nous ramener. Ils arriveront avant la tombée de la nuit. Silas protégea ses yeux du soleil de l'après-midi, comptant les silhouettes lointaines. 8 cavaliers se déplaçant rapidement et délibérément, des hommes armés qui ne seraient pas intéressés par la négociation. S'ils nous trouvent non mariés, ils nous ramèneront de force pour faire face au jugement, continua Ayana. Mais si nous appartenons à un homme blanc, si nous sommes ses épouses selon la loi territoriale, ils ne peuvent pas nous toucher sans causer une guerre entre nos peuples. Et si je refuse, demanda Silas, bien qu'il connût déjà la réponse. La main d'Ayana se déplaça vers le couteau à sa ceinture. Alors nous les combattrons ici et mourrons sur vos terres. Quoi qu'il en soit, nous n'y retournerons pas, les nuages de poussière grossissaient contre le ciel orange, et Silas pouvait maintenant distinguer les chevaux individuels. Les cavaliers se déplaçaient avec une précision militaire, leur approche calculée et implacable. Ce n'étaient pas des négociateurs. C'étaient des spécialistes de la récupération. « Combien de temps avons-nous » demanda Silas, surpris par la fermeté de sa propre voix. 20 minutes, peut-être 30, répondit Ayana. Elle s'était positionnée de manière à pouvoir observer à la fois les cavaliers qui approchaient et le visage de Silas. Assez longtemps pour une cérémonie si vous êtes d'accord. Pas assez longtemps pour fuir. Silas regarda les 6 femmes. Vraiment les regarda pour la première fois. Au-delà du désespoir et des marques étranges, il vit quelque chose qui lui serra la poitrine de reconnaissance. Elle se tenait comme Martha se tenait face à des choix impossibles, le dos droit, le menton levé, prête à supporter n'importe quel poids que le monde leur imposerait. « Pourquoi le mariage » demanda-t-il. « Pourquoi ne pas simplement vous cacher jusqu'à ce qu'il passe ?»« Parce que la loi territoriale reconnaît les mariages apaches avec des colons blancs, » expliqua Ayana. Elle a été conçue pour éviter les conflits liés aux femmes enlevées. Si nous sommes légalement vos épouses, nous prendre devient un acte de guerre contre le gouvernement territorial. L'ironie n'échappa pas à Silas. Des lois destinées à protéger les hommes blancs des raids indiens protégeraient maintenant des femmes indiennes de leur propre peuple. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous vivez tout ici, partagez une seule maison? Les questions pratiques se bousculaient, son esprit s'accrochant à des préoccupations normales dans une situation impossible. Les femmes apaches savent comment travailler ensemble, dit la femme qui s'était présentée comme Nieli. Nous pouvons construire notre propre abri, cultiver notre propre nourriture, nous occuper de notre propre bétail.
Nous ne demandons que la protection sous votre nom et le droit de rester sur vos terres. » Silas étudia leur visage, cherchant la tromperie, des motifs cachés. Mais tout ce qu'il vit fut l'épuisement mêlé à une détermination féroce. Ces femmes avaient déjà tout perdu une fois. Elles n'étaient pas là pour lui prendre quoi que ce soit. Elles étaient là pour survivre. « Le médaillon, dit-il soudain. Où l'avez-vous vraiment eu ? » La main d'Ayana se posa sur le pendentif en argent à sa gorge. « D'une vieille femme qui vivait dans les montagnes. Elle est morte il y a 3 jours, juste avant que nos familles n'annoncent nos fiançailles. Elle nous a donné ceci et nous a dit de trouver l'homme aux yeux gris qui sculpte des chevaux de bois. » « Quel était son nom ?» insista Silas. « Elle se faisait appeler Swift River, mais elle parlait comme une femme blanche, pas comme une Apache. Elle a dit qu'elle avait attendu 15 ans pour nous envoyer à vous. » Le nom frappa Silas comme un coup physique. Swift River était le nom Apache de Martha, donné par une femme médecine lors d'une de ses grossesses difficiles. Martha ne l'avait prononcé qu'une seule fois, sur son lit de mort, murmurant qu'elle voulait courir comme une rivière agile vers un endroit où leur bébé pourrait vivre. Mais Martha était enterrée dans sa cour. Il avait creusé la tombe lui-même, l'avait scellée avec des pierres. À moins que quelqu'un n'ait pris soin de la tombe, apportant des fleurs, laissant des cadeaux, à moins que quelqu'un n'ait visité le lieu de repos de Martha et ne lui ait parlé de la vie qu'elle n'avait jamais pu vivre. Les cavaliers étaient assez proches maintenant pour que Silas puisse entendre les sabots de leurs chevaux sur le sol dur. Le temps manquait et il ne comprenait toujours pas comment ces femmes en savaient autant sur sa vie. Mais il comprenait une chose clairement. Elles disaient la vérité sur leurs besoins de protection. « Il n'y a pas de prêtre, » dit Silas, la voix à peine stable. « Pas de témoin. La loi territoriale autorise les mariages par déclaration dans les situations d'urgence, » interrompit Ayana. « Attesté par les parties concernées et enregistré plus tard. Nous n'avons besoin que de votre accord verbal avant qu'il n'arrive. » Le tonnerre des sabots approchant s'intensifia. Silas pouvait maintenant voir le cavalier de tête. Un jeune homme apache avec de la peinture de guerre sur les joues et un fusil en travers de sa selle. Derrière lui chevauchait cet autre, leur visage sombre de détermination. « Si je fais ça, » dit Silas, « il n'y aura pas de retour en arrière. Ils reviendront pour vous. Ils viendront pour moi. »« Pas si nous nous tenons ensemble, » répondit Ayana. « Divisés, nous sommes tous vulnérables. Unis, nous devenons quelque chose qu'ils ne peuvent pas briser facilement. » Silas pensa aux 15 années qu'il avait passées seul, à parler à la tombe de Martha, à sculpter des chevaux qu'il ne donnerait jamais. Vivant comme un homme déjà mort. Ces femmes lui offraient quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer. Une raison d'être en vie. « Quels sont vos noms ?» demanda-t-il aux 5 autres femmes. Elles s'avancèrent une par une. Kashina, Shania, Tala, Winona, et Nieli, qu'il connaissait déjà. Chaque nom prononcé comme un vœu, chaque femme le regardant avec une résolution inébranlable. Les cavaliers avaient atteint le bord de sa propriété maintenant. Silas pouvait distinguer leur chef criant des ordres en apache, sa voix portant à travers la plaine. Quoi qu'ils disent, cela fit se raidir les 6 femmes de colère partagée. Il dit que nous faisons honte à notre lignée, traduisit Nieli. Il dit que nous retournerons accepter nos devoirs ou ferons face aux conséquences de notre rébellion. Silas regarda la tombe de Martha, les croix de bois qui avaient marqué sa solitude pendant tant d'années. Puis il regarda les 6 femmes qui avaient trouvé leur chemin jusqu'à lui, portant des morceaux de son passé et des promesses d'un avenir impossible. « Ayana, » dit-il, sa voix se raffermissant. « Nieli, Kashina, Shania, Tala, Winona. » Il prononça chaque nom clairement, comme un serment. « Moi, Silas Whitmore, je vous prends pour épouse selon la loi territoriale, pour vous protéger et subvenir à vos besoins, pour me tenir à vos côtés contre tous ceux qui vous voudraient du mal. » Les femmes parlèrent à l'unisson, leur voix portant à travers la cour. « Nous acceptons votre protection et donnons la nôtre en retour. » Le cavalier de tête était assez proche maintenant pour que Silas puisse voir clairement son visage. Jeune, déterminé et absolument furieux. Il leva son fusil en approchant, sans viser, mais en rendant ses intentions claires. « Homme blanc !» cria-t-il dans un anglais fortement accentué. « Vous abritez nos femmes. Rendez-les ou faites face à la justice. » Silas s'avança, se plaçant entre les cavaliers et les 6 femmes. Pour la première fois en 15 ans, il se sentit comme l'homme que Martha avait épousé, celui qui se battrait pour ce qui comptait. « Ces femmes sont mes épouses selon la loi territoriale, » cria-t-il en retour. « Elles sont sous ma protection maintenant. » Le visage du jeune cavalier s'assombrit de rage.
Il parla rapidement en apache à ses compagnons, et Silas vit des mains se diriger vers les armes. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Les yeux du cavalier se fixèrent sur la gorge d'Ayana, sur le médaillon d'argent qui captait la dernière lumière du jour. Son expression passa de la colère à la reconnaissance, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Le jeune cavalier descendit de cheval lentement. Ses yeux ne quittant jamais le médaillon au cou d'Ayana. Quand il parla, sa voix avait perdu son ton autoritaire et portait quelque chose que Silas n'avait pas attendu. De la révérence. Cela appartient à Swift River, dit le cavalier en anglais. Son accent était épais, mais ses mots clairs. Elle était la femme médecine de notre peuple. Elle est morte il y a 3 soleils. La main d'Ayana se déplaça de manière protectrice vers le médaillon. Elle nous l'a donné. A dit que cela nous aiderait à trouver la sécurité. Swift River parlait d'une femme blanche qui est morte en donnant la vie à des enfants, continua le cavalier, sa colère remplacée par la confusion. Elle disait que l'esprit de cette femme était agité, qu'elle avait un travail inachevé. Il regarda directement Silas. Vous êtes le mari dont elle parlait. Silas sentit le sol bouger sous lui, mais pas à cause de quelque chose de surnaturel. À cause de la compréhension soudaine de la façon dont ces mondes s'étaient heurtés. Swift River connaissait ma femme. Elle a soigné votre femme pendant les accouchements difficiles, expliqua le cavalier. Elle est venue chez vous quand le médecin blanc ne voulait pas venir. Swift River a dit qu'elle n'avait pas réussi à sauver les bébés, ni à sauver la femme. Elle a porté cette culpabilité pendant 15 hivers. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter avec une clarté dévastatrice. Martha avait mentionné une femme apache qui l'avait aidée pendant les grossesses, quelqu'un qui apportait des herbes et des connaissances quand il ne pouvait pas se payer des soins médicaux appropriés. Silas avait été trop consumé par son propre chagrin pour se souvenir de la gentillesse d'étrangers. Swift River nous a dit que ces femmes viendraient à vous, dit le cavalier en désignant les 6 épouses. Elle a dit que vous comprendriez leurs besoins parce que vous saviez ce que signifiait tout perdre. Il fit une pause, étudiant le visage de Silas. Elle a dit que vous étiez le seul homme blanc en qui elle avait confiance pour protéger des femmes apaches. Derrière le cavalier, son compagnon s'agita. L'un d'eux, un homme plus âgé avec des cicatrices sur la joue, parla sèchement en apache. Le jeune cavalier répondit avec une force égale, et Silas comprit assez de mots pour saisir qu'ils se disputaient sur le fait d'honorer les vœux de Swift River ou d'appliquer la loi tribale. Mon oncle dit que Swift River était vieille et confuse, traduisit le cavalier. Les femmes appartiennent à leur famille, pas à des femmes médecines mortes ou à des ranchers blancs. Sa main se déplaça vers son fusil. Tuez-les maintenant et réglez l'affaire par le sang. Silas s'approcha des guerriers montés. Assez près pour que leurs chevaux reculent nerveusement. Alors votre oncle devra me tuer d'abord, dit-il, sa voix portant à travers la cour avec une force surprenante. Parce que ces femmes ont demandé ma protection, et j'ai donné ma parole. L'oncle Balafré rit durement et leva son fusil, mais le jeune cavalier attrapa le canon et le força à baisser. Ils se disputèrent à nouveau en apache rapide, les voix s'élevant à chaque échange. Ayana se plaça aux côtés de Silas. Les 5 autres femmes formant une ligne derrière eux. Ils débattent pour savoir si le dernier souhait de Swift River a plus de poids que la coutume tribale, dit-elle doucement. Le jeune est son petit-fils. Il croit que nous devrions être autorisés à choisir notre propre chemin, et l'oncle, demanda Silas. Il croit que les femmes qui refusent leur devoir méritent le sort qui leur échoit. La dispute entre les cavaliers s'intensifia. Et Silas réalisa que les prochaines minutes détermineraient si cela se terminerait dans le sang ou la compréhension. L'oncle Balafré était clairement en train de gagner le débat, sa voix devenant plus agressive à chaque mot. Mais alors le jeune cavalier fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il descendit complètement de cheval et marcha vers les croix de bois qui marquaient la tombe de Martha. Le jeune cavalier s'agenouilla à côté de la tombe de Martha et posa sa main sur la croix de bois patinée. Quand il leva les yeux, il brillait de larmes non versées. Swift River est venu ici chaque mois pendant 15 ans, dit-il, sa voix portant clairement à travers la cour. Elle apportait des fleurs, nettoyait les pierres, parlait à la femme morte dans les 2 langues. Il se leva lentement, époussetant la terre de ses genoux. Elle disait, cette femme blanche est morte en essayant de donner la vie, et cela l'a rendue sacrée pour notre peuple. Silas sentit sa gorge se nouer d'émotion. Toutes ces fois où il avait trouvé des fleurs fraîches sur la tombe de Martha. Tous ces matins où la pierre semblait plus propre qu'il ne l'avait laissée, il avait supposé que c'était le vent, ou peut-être d'autres colons rendant hommage.
Il n'avait jamais imaginé qu'une femme médecine apache honorait la mémoire de sa femme. Swift River a dit qu'elle avait beaucoup appris en regardant votre femme se battre pour ses enfants à naître, continua le cavalier. Elle disait que cela lui avait appris que certains esprits brûlent trop fort pour être contenus par le chagrin d'une seule vie. L'oncle Balafré cracha par terre et parla durement en apache. Le visage du jeune cavalier se durcit, mais il répondit avec une autorité calme qui fit taire l'homme plus âgé. Mon oncle dit que les morts sont morts et ne devraient pas concerner les vivants, traduisit le cavalier. Mais je suis maintenant chef de guerre, et la sagesse de Swift River a guidé notre peuple pendant 60 hivers. Ces derniers vœux seront honorés. Il se tourna vers ses compagnons, parlant en apache d'une voix qui ne tolérait aucune discussion. Un par un, les autres cavaliers baissèrent leurs armes. L'oncle Balafré argumenta une fois de plus, sa voix s'élevant en un cri, mais le jeune chef de guerre le coupa d'un geste sec. Ces femmes ont choisi l'exil plutôt que le mariage forcé, annonça le chef de guerre en anglais, s'adressant à la fois à Silas et à ses propres hommes. Swift River a dit qu'un tel courage devait être protégé, pas puni. Elles ne sont plus notre responsabilité. L'oncle Balafré fit tourner son cheval et partit sans un mot de plus, son désaccord clair dans chaque ligne de son dos rigide. 2 autres cavaliers le suivirent, mais les 5 restants restèrent avec leur chef de guerre. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Silas. « Maintenant, vous apprenez ce que signifie avoir 6 épouses apaches, » dit le chef de guerre avec le premier sourire que Silas lui avait vu. « Elles vous feront travailler plus dur que n'importe quelle femme blanche n'a jamais pu le faire. Elles s'attendront à ce que vous subveniez à leurs besoins, les protégiez, et ne remettiez jamais en question leurs décisions sur la façon de gérer votre foyer. » Derrière Silas, l'une des femmes, Kashina, rit doucement. Il dit la vérité. Nous ne sommes pas des épouses douces qui s'assoient tranquillement près du feu. Le chef de guerre remonta sur son cheval et rassembla ses rênes. Je m'appelle Joseph Runningbear. J'enverrai un mot aux officiels territoriaux au sujet de ces mariages. Cela les rendra légaux selon la loi de l'homme blanc ainsi que selon notre propre compréhension. Il fit une pause, regardant une fois de plus la tombe de Martha. Swift River a dit que l'esprit de la femme blanche reposerait plus facilement en sachant que son mari n'était plus seul. Peut-être que maintenant, les vivants et les morts peuvent trouver la paix. Alors que les cavaliers partaient, Silas se retrouva debout dans sa cour avec 6 femmes qui étaient maintenant légalement ses épouses, se demandant comment son existence solitaire s'était transformée si complètement en l'espace d'un seul après-midi. Le silence qui suivit le départ des cavaliers semblait plus lourd que les années de solitude auxquelles Silas s'était habitué. 6 femmes se tenaient dans sa cour, leurs biens encore attachés à leurs chevaux, regardant la petite cabane qui n'avait abrité qu'un seul homme pendant 15 ans. « Nous ne pouvons pas toutes vivre là-dedans, » dit Ayana de manière pratique, en étudiant la modeste structure. « Nous devrons construire un abri supplémentaire avant l'hiver. » Silas hocha la tête, reconnaissant pour son approche directe. « Il y a du bois dans la grange, des outils aussi. La terre est bonne pour construire. » Il fit une pause, réalisant qu'il parlait à ses épouses, une réalité qui semblait encore impossible. « Savez-vous toutes comment construire ?» Tala, la plus silencieuse des 6, sourit pour la première fois depuis leur arrivée. Les femmes apaches apprennent beaucoup de compétences que vos femmes blanches n'apprennent pas. Nous pouvons construire, chasser, conserver la nourriture, nous occuper du bétail. Nous ne sommes pas des décorations. Au cours des heures suivantes, Silas observa avec étonnement les femmes transformer sa propriété avec une organisation efficace. Elles évaluèrent chaque ressource, planifièrent les arrangements pour dormir et commencèrent à se préparer pour un établissement permanent. Nieli et Winona examinèrent son potager avec des yeux experts, discutant des améliorations en apache rapide. Kashina et Shania évaluèrent son petit troupeau de bétail, signalant les animaux qui avaient besoin d'attention. « Votre taureau est vieux », l'informa Kashina. « Il ne peut pas saillir toutes les vaches correctement. Vous avez besoin de reproducteurs plus jeunes. » Silas se mit à rire. À rire vraiment pour la première fois depuis des années. Vous êtes ici depuis 3 heures et vous reconstruisez déjà tout mon ranch. C'est ce que font les épouses, dit Ayana de manière pragmatique. Nous rendons la vie meilleure, pas seulement plus facile. À l'approche du soir, les questions pratiques devinrent plus personnelles. Ils se rassemblèrent autour du foyer que les femmes avaient amélioré avec des pierres du ruisseau, partageant la nourriture qu'elles avaient préparée à partir de ces maigres provisions. « Comment cela fonctionne-t-il » demanda finalement Silas. 6 épouses, un mari. Je ne comprends pas les attentes. Les femmes échangèrent des regards et Nieli parla la première.
Nous ne sommes pas 6 épouses distinctes en compétition pour votre attention. Nous sommes une famille avec des forces différentes. Certaines d'entre nous porteront des enfants si nous le choisissons. D'autres se concentreront sur d'autres contributions. Nous partageons les tâches, partageons les responsabilités, partageons le fardeau de la survie, ajouta Ayana. Les femmes Apaches ont toujours compris que la coopération rend les familles plus fortes que la compétition. Silas regarda le cercle de visages illuminés par la lumière du feu. Chaque femme était distincte. Le leadership naturel d'Ayana, l'indépendance féroce de Nieli, la sagesse tranquille de Tala, les connaissances pratiques de Kashina, la force douce de Shania, l'intelligence vive de Winona. Ensemble, elles formaient quelque chose qu'ils n'avaient pas connu depuis l'enfance. Une vraie famille. Et l'amour, demanda-t-il doucement. La question flotta dans l'air comme la fumée du feu. Finalement, Ayana répondit avec son honnêteté caractéristique. L'amour se présente sous de nombreuses formes. Nous n'attendons pas de vous que vous nous aimiez toutes de la même manière ou de façon égale, mais nous vous offrons le respect, le partenariat et la chance de construire quelque chose de significatif ensemble. Elle fit une pause, ses yeux reflétant les flammes. Après 15 ans de deuil, c'est peut-être suffisant pour commencer. Alors que les femmes s'installaient dans la cabane pour leur première nuit, organisant leur couchage avec une efficacité silencieuse, Silas se retrouva à regarder vers la tombe de Martha. Pour la première fois depuis sa mort, il ressentit autre chose que de la culpabilité en pensant à elle. 6 mois plus tard, Silas se tenait sur le pas de la porte de la cabane principale, regardant ces femmes travailler dans le jardin agrandi qui nourrissait désormais confortablement 12 personnes. La propriété avait été transformée au-delà de toute reconnaissance. 3 bâtiments supplémentaires abritaient différents aspects de leur vie commune, des dortoirs, un espace atelier et un entrepôt pour le bétail accru qu'ils entretenaient maintenant. Ayana s'approcha, son ventre arrondi par l'enfant qu'elle portait, le premier de ceux qui seraient probablement beaucoup. Elle avait choisi de porter des enfants, tandis que Tala et Winona se concentraient sur l'artisanat qu'elle vendait en ville, et Kashina gérait le troupeau grandissant avec des compétences qui rendaient les ranchers voisins jaloux. Joseph Running Bear viendra nous rendre visite aujourd'hui, l'informa Ayana. Il apporte des nouvelles du bureau territorial. Le chef de guerre était devenu un visiteur régulier, comblant le fossé entre leurs familles inhabituelles et les communautés blanches et apaches. Sa présence légitimait leur arrangement et aidait d'autres familles à comprendre que cette union servait les intérêts de tous. Quand Joseph arriva, il portait des papiers officiels qui firent sourire Silas. Le gouverneur territorial a reconnu vos mariages comme un précédent légal, annonça Joseph. D'autres femmes apaches confrontées à des situations similaires ont maintenant cette option. Silas hocha la tête, comprenant la portée plus large. Leur solution personnelle était devenue une voie à suivre pour d'autres, pris entre des mondes en mutation. Comment vos voisins acceptent-ils cela? Demanda Joseph en désignant la propriété animée. Mieux que prévu, répondit honnêtement Silas. Le ranch produit plus de nourriture qu'il n'en a jamais produit. Nous commerçons équitablement avec tout le monde. Le travail acharné parle plus fort que les circonstances inhabituelles. Ce soir-là, comme c'était devenu leur coutume, la famille se rassembla autour de la tombe de Martha pour leur repas du soir. Les femmes avaient adopté ce rituel, comprenant qu'honorer la première femme de Silas honorait le fondement de leur bonheur actuel. Silas déposa des fleurs fraîches sur la croix de bois. Des fleurs cultivées dans le jardin que ses épouses apaches avaient agrandi. Martha, dit-il doucement. Swift River avait raison. Tu les aurais aimées. Elles travaillent aussi dur que toi. Se battent pour ce qui compte avec autant de ferveur que toi. Nieli, maintenant visiblement enceinte de son deuxième enfant, lui sourit. Elle serait fière de l'homme que tu es redevenu. Et c'était vrai. L'ermite creux et rongé par la culpabilité, qui avait vécu seul pendant 15 ans, avait disparu. À sa place se tenait un homme avec un but, des responsabilités et de l'espoir. 6 femmes lui avaient demandé de les épouser toutes, et en acceptant, il avait trouvé non seulement la compagnie, mais la résurrection. Le ranch prospérait sous de multiples mains compétentes. Des enfants jouaient dans des cours où le silence avait régné pendant des années. Le son des rires résonnait sur des bâtiments qui n'avaient connu que la solitude. Silas regarda sa famille élargie, ses épouses, ses enfants et la communauté qu'ils avaient bâtie ensemble, et réalisa que parfois les demandes les plus impossibles mènent aux transformations les plus extraordinaires. Le vieux rancher qui avait vécu seul avait disparu pour toujours, remplacé par un homme entouré de vie, de but et d'amour sous des formes qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre,
Silas Whitmore sut avec une certitude absolue qu'il avait retrouvé son foyer. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran maintenant pour regarder un autre récit inoubliable où le destin et le courage se heurtent de manières inattendues. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est tout pour nous.